Je reviens sur la psychologie adamique. L'homme adamique est un homme à qui rien n'est étranger et qui n'est indifférent à rien et qui veut maîtriser toute chose et qui ne laisse pas le soin de cela à d'autres. C'est en ce sens-là qu'il est dans le refus d'altérité parce qu'il ne reconnaît pas une complémentarité avec qui que ce soit. Il est lui-même dans la complétude. Et on s'aperçoit que toute personne qui n'a pas une approche globale des différentes disciplines est condamnée à errer quelque part. Parce que il va figer les savoirs qui ne sont pas les siens. C'est qu'on a toujours tendance à considérer que ce qui nous est proche est vivant, bouge et divers, et à considérer que ce qui nous est étranger est figé et uniforme. Et c'est là la grande erreur. On aime bien généraliser sur ce qui nous est étranger, et on n'aime pas généraliser sur ce qui nous est proche. Par exemple, bon, les femmes n'aiment pas qu'on généralise sur les femmes, mais les hommes ne se privent pas de le faire, et inversement. Les Français n'aiment pas qu'on généralise sur les Français, mais les Anglais ou les Américains ne se privent pas de le faire, et inversement. Donc, il y a là une fragilité épistémologique qui me fait penser à Pic de la Mirandole, qui était réputé connaître tous les domaines. Mais connaître tous les domaines, ça ne veut pas dire avoir une culture moyenne sur un sujet, hein, être au courant de ce qui se fait dans ce sujet. C'est véritablement participer à la recherche dans tous les domaines. Être à la pointe de la réflexion dans tous les domaines, pas seulement en étant au courant, mais en participant réellement à cette réflexion, à cette recherche. Et force est de constater que la plupart des personnes qui parlent le font d'un certain point de vue, et que, effectivement, comme je viens de le dire, ce qu'elles connaissent de près, ça va être très complexe, très divers, et ce qu'elles ne connaissent que de l'extérieur, en quelque sorte, que de façon profane, ça va être très général et très figé. Les généralisations, c'est quelque chose qui nous pend au nez chaque fois que nous parlons d'un sujet que nous ne connaissons pas de très près. Et inversement, il est vrai que quand on connaît les choses de trop près, on a tendance à ne pas vouloir percevoir la globalité des choses dans ce domaine. Donc il y a effectivement des problèmes dans les deux sens, si on veut être très, très honnête. Donc, l'interdisciplinarité, au sens où je viens de la définir, c'est-à-dire pas simplement faire communiquer entre eux des disciplines différentes, mais véritablement participer à la recherche dans des disciplines différentes, me paraît essentiel. Car chaque fois qu'on ne le fait pas, eh bien, on est puni quelque part, on est sanctionné, parce que l'on aura simplifié des domaines que l'on croyait, disons, achevés en quelque sorte, et figés. Et je trouve ça assez insupportable, notamment dans le cas de l'astrologie, évidemment, où l'on vous dit, voilà, vous êtes astrologue, donc vous pensez ceci ou cela. Extraordinaire. Ou bien vous êtes juif, donc vous pensez comme ceci, comme cela. Alors, cette façon de fonctionner est insupportable parce que on oublie que dans tous les domaines, il y a des pratiques basiques, anciennes, et des domaines de recherche d'avant-garde, de pointe,
où là, il y a une plus grande diversité, nettement. Pourquoi? Parce que dans l'avant-garde, par définition, on n'a pas de point de repère comparable à ceux qu'on a à l'arrière-garde, évidemment. Puisqu'on est dans quelque chose qui se constitue et non pas quelque chose qui s'est déjà constitué. Donc j'aimerais bien que l'on considère cela. Alors évidemment, tout le monde n'a pas cette aptitude, c'est ce que j'appelle l'aptitude adamique, c'est-à-dire cette aptitude à être au fond ici et en même temps ailleurs. On tombe dans une problématique presque quantique. L'adamique, il est à plusieurs endroits à la fois. Hein. Il voit les choses de plusieurs points de vue. C'est ce qui le caractérise d'ailleurs. Rien ne lui est étranger, et par conséquent, l'autre n'existe pas quelque part. Ou bien il n'existe que en tant qu'autre comparable à soi-même, mais pas en tant que complément. Pas parce qu'on a besoin de lui structurellement, mais parce que chacun néanmoins peut aboutir à des recherches et des résultats qui méritent d'être discutés avec d'autres personnes, d'autres chercheurs. C'est évident. Mais c'est un dialogue entre chercheurs. Donc le chercheur, le mot chercheur est un bon mot pour désigner le personnage adamique, la psychologie adamique. Le chercheur, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir et qui est conscient que tous les domaines peuvent être touchés par cette recherche et que cette recherche, quelle qu'elle soit, peut être fécondée par tous les domaines. Donc faire l'impasse sur quoi que ce soit est inacceptable. On me dirait, ah oui, mais tout le monde ne peut pas avoir l'accès à toutes les connaissances. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudrait définir ce qu'on entend par là. C'est comme par exemple la question des polyglottes. Être polyglotte, ça ne signifie pas parler toutes les langues que l'on connaît parfaitement. Mais ça veut dire les connaître suffisamment bien de l'intérieur pour pouvoir les comparer et les rapprocher et les relier. Alors l'autre jour, je rencontrais une dame qui me dit, ah oui, ce monsieur qui prétend être polyglotte, il ne sait même pas comment on dit ceci ou cela. Mais ce n'est pas la question. On ne juge pas un polyglotte comme on juge quelqu'un qui parle sa langue et une certaine langue. De même que dans le domaine de la recherche, le fait de mener des recherches parallèles sur des domaines différents ne veut pas dire pour autant qu'on aura les mêmes connaissances que celui qui est enfermé dans son domaine. Mais on aura suffisamment d'éléments pour pouvoir faire des rapprochements utiles et heureux. Donc là aussi, il y a une petite guéguerre entre le spécialiste qui connaît très bien son domaine, mais qui n'est pas un véritable chercheur. Le chercheur sait très bien que c'est en ouvrant son espace-temps, son espace d'investigation et son temps, c'est-à-dire de se situer dans la durée des connaissances, dans l'histoire des connaissances même, parce que connaître l'histoire d'un sujet, ça peut être tout à fait intéressant. Il y a parfois des domaines qui, dans leur passé, ont connu des avancées qui ensuite ont avorté, mais qui impliquaient l'avenir. Donc par conséquent, parfois, il faut remonter dans le temps pour percevoir des perspectives. Ça peut être paradoxal, les perspectives peuvent se retrouver dans le passé, parce que dans le passé, il y a eu des choses qui ont été exprimées et qui n'ont pas forcément été exploitées. Donc, actuellement, par exemple, j'essaye de me familiariser davantage avec le jargon scientifique, avec la mentalité scientifique, au sens des sciences dures,
et cela me permet de percevoir des passerelles, des analogies entre différents domaines, entre sciences dures, entre physique, technique, culture, religion, et on s'aperçoit que parfois ça dit la même chose. Et pourquoi ça dit la même chose? Parce que il y a des emprunts qui peuvent se faire. Et certains savoirs anciens, dont on ne connaît pas forcément l'origine d'ailleurs, c'est le problème des origines de la connaissance et du monde, de notre monde, certains savoirs peuvent avoir été repris par d'autres, par telle et telle discipline. Bonjour, on parlait de, je ne suis pas sûr, on parlait de religion, opposer religion et science, ou technique, pas forcément. Parce que la religion, elle est marquée par une époque, elle véhicule des connaissances, elle véhicule des savoirs, elle véhicule des structures. Tout comme un film, même si c'est un film personnel de tel et tel auteur, il représente son époque. Et parfois, il peut nous renseigner sociologiquement sur cette époque, alors que ça n'est pas le but du film, puisque le film, lui, au fond, il est dans son époque, donc il n'a pas de distance par rapport à elle, mais quelqu'un qui regarde le film 20 ans plus tard, ou qui le regarde du point de vue d'une autre culture, dans une autre langue, etc., il peut apprendre des choses sur une société par le biais d'un document dont ce n'est pas la fonction principale, mais qui véhicule néanmoins des informations utiles. Par exemple, lire la Genèse, lire la Bible, peut nous renseigner sur un certain savoir scientifique. Peut-être. Parce que, tout simplement, on a des phénomènes de mimétisme, de récupération de certaines informations, et par conséquent, on ne sait jamais, parfois, dans un certain domaine, on peut retrouver des éléments d'information qui ne figurent plus dans le domaine d'origine, pour des raisons diverses, mais qui se sont pérennisés, qui se sont perpétués dans un domaine annexe. Voilà, je donne l'exemple de ce genre de situation, d'une très grande interdépendance des savoirs, dans le temps et dans l'espace.